Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau petit vlog de vacances, puisque je suis toujours en vacances jusqu'au début du mois d'octobre. Donc j'ai loupé pas mal de films et de sorties là au mois de septembre. Il se trouve que j'ai pris les vacances au mois de septembre parce que je trouvais qu'il y avait vraiment pas beaucoup de choses intéressantes à sortir en salle. En tout cas pas beaucoup de choses qui m'intéressaient moi. Donc du coup je me suis dit que c'était le meilleur moment pour prendre quelques jours de repos. J'en ai donc loupé quelques-uns et je voudrais commencer maintenant à rattraper certains films. Alors je vais en rattraper un qui sera France, le dernier film de François Ozon, qui est sorti depuis 1 ou 2 semaines. Juste après, comme ça vous êtes au courant, je ferai une vidéo qui sortira alors soit normalement 1 ou 2 jours après, sur Juste la fin du monde, le dernier film de Xavier Dolan. Et je terminerai avec une vidéo, un truc que je fais vraiment quasi jamais, une vidéo pour critiquer la version longue, vraiment quelque chose que je fais pas du tout, de Batman v Superman, dont les rumeurs étaient qu'elle était bien meilleure que le film. Je vais faire une petite question un petit vlog pour revenir sur la question, et non pas une question pour revenir sur le vlog. Rentrons donc dans le vif du sujet avec France. François Ozon est un des réalisateurs que j'aime énormément. Il revient donc avec ce film qui se passe après la Première Guerre mondiale. Encore une fois, une période qui est jamais beaucoup traitée dans les films, à part peut-être Le Long Dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Jeunet. Pourtant, c'est une période qui est assez fascinante parce que à la fois il y a une reconstruction, en même temps il y a de la haine, et puis il y a les conséquences de la guerre qui sont toutes les villes détruites, les gueules cassées, etc. Enfin, c'est une période qui est pourtant intéressante à prendre. Et justement, c'est intéressant qu'il l'ait prise pour la raison pour laquelle il l'a prise. Le personnage du film s'appelle Adrien, il est français et il va dans une ville allemande pour rendre visite à la famille d'un soldat allemand qui est mort pendant peu de temps avant la fin de la guerre, et il vient se recueillir sur sa tombe et peut-être soutenir sa famille, ou en tout cas la rencontrer. Et cela va être le début de toute une intrigue qui va essayer de soulever le pourquoi du comment, qu'est-ce qu'il fait là, comment est-ce qu'il est tombé sur France, comment est-ce qu'ils se sont rencontrés, pourquoi ils se connaissaient, l'impact de la visite de ce soldat français pour se recueillir sur la tombe de cet Allemand, et quelle était vraiment la relation entre eux. Et c'est intéressant parce que c'est un film qui est principalement sur la vérité et le mensonge. Et par rapport à notre époque, qui est une époque qui déifie la vérité et ce qui est le vrai et la recherche des choses concrètes, ce film-là est un film qui, quelque part, nous vante les mérites du mensonge. C'est assez intéressant comme sujet, et le film est assez différent de ce que fait Ozon jusque-là, et plutôt réussi. Je dois dire que c'est plutôt pas mal. Je l'ai un peu plus apprécié même que le Juste la fin du monde de Xavier Dolan, que je pensais aimer plus que ça. Et en fin de compte, non, c'est plutôt France qui m'avait marqué en sortant de la salle, parce que les émotions des personnages étaient vraiment intéressantes, et que l'histoire est assez fascinante, qu'on a envie de venir au bout de ce mystère depuis le début, qu'on a envie de savoir pourquoi est-ce que ce personnage est là, qu'est-ce qu'il vient faire, pourquoi y tenir à ce point, qu'est-ce qu'il travaille, et qu'est-ce qu'il a caché comme secret, parce que ça se voit qu'il a quelque chose de plus à cacher que simplement venir rencontrer la famille de cet Allemand. Et du coup, voilà, il y a un truc très particulier. J'ai presque envie de faire un vlog spoiler pour rentrer vraiment dans le détail, parce que sinon ça va être très emmerdant. Je vais essayer de parler du coup de la technique, et je pense que je ferai une section spoiler à la fin pour vraiment parler du reste. Au niveau de la technique, le film est intéressant parce que donc il se passe en 1920 ou 1910, ou peut-être 1918, juste après la guerre. Et le choix a été fait de le tourner en noir et blanc, principalement apparemment pour des questions de budget, c'est-à-dire que François Ozon n'avait pas les moyens dans son budget de rendre des décors d'époque réalistes en couleur. Le noir et blanc permet de faire beaucoup plus de choses que la couleur, parce que comme il nous manque une partie de l'information visuelle, on peut du coup laisser passer plus de choses, et en particulier tourner dans n'importe quelle ville avec un look un peu ancien en noir et blanc, vous verrez que ça ressemble. Vous avez pas l'impression d'avoir sorti une image moderne, même si l'image peut être nette, etc. Vous avez l'impression d'avoir filmé un truc plus vieux que ce qu'il ne l'est vraiment. Donc on peut également se permettre de plus travailler avec la profondeur du noir pour cacher les éléments de décor, les câbles électriques qui sont trop neufs, les panneaux, les machins. On peut travailler du coup avec le contraste du noir pour faire disparaître ce genre de choses aussi. Donc c'est quelque chose qui permet d'être très libre, le noir et blanc, et surtout qui colle beaucoup à cette période. La guerre 14-18 qu'on voit rarement en couleur, à part peut-être dans des documentaires de France 2 qui ont été recolorisés ensuite par Pascal, comment il s'appelle, par Clark, machin, les productions, Pascal Clark, il me semble, non?
une seconde. Pascal Clark, c'est sur France Inter, c'est Isabelle Clark et Daniel Costel, son mari, qui font les documentaires Apocalypse, qui sont donc recolorisés ensuite. Donc c'est une période qu'on a l'habitude de voir plus en noir et blanc qu'en couleur, et forcément si on voit un film qui la filme en noir et blanc, ça nous paraîtra plus réaliste, presque plus crédible. Donc alors que pourtant à l'époque il y avait de la couleur aussi, mais on a moins l'habitude de voir cette époque en couleur. Évidemment plein de films ont fait leurs films en couleur, le film de Jean-Pierre Jeunet est en couleur par exemple, mais on essaye vraiment généralement de jouer avec, surtout les couleurs d'époque étaient particulières, on n'utilisait pas les mêmes mélanges. Bref, tout ça n'avance pas très loin. Le noir et blanc est extrêmement réussi. C'est vrai que du coup, ça fait ressortir un cachet très particulier au décor. L'astuce que je ne m'attendais pas à trouver dans le film, et que je vais vous dire quand même parce que c'est pas un spoiler, c'est quelque chose de technique. Vous voyez un petit peu le micro. C'est que certaines scènes sont en couleur. Et à quel moment le film passe-t-il en couleur? Le film passe en couleur quand la mémoire de Franz redonne la joie de vivre au personnage. Je saurais pas dire si c'est toujours parce que c'est Franz, mais il me semble, enfin, ne serait-ce que pour le titre du film, ce serait logique. Généralement, c'est quand ils vont bien. Mais étonnamment, ils vont toujours bien par rapport à Franz. C'est toujours Franz qui leur permet d'aller mieux. Et tout le film est basé là-dessus, en fait. Tout le film est basé sur le deuil, la mémoire, et comment est-ce que les gens réagissent, du coup, à ce genre de perte. Et comment traiter, du coup, l'ancien ennemi, etc. Donc, et c'est vrai que l'impact de ce membre de la famille disparu sur ce qui reste de la famille est assez intéressant à élaborer. Et c'est vrai qu'il est présent partout sans jamais être à l'écran, ce Franz, finalement. On en parle tout le temps, mais il est jamais visible. Pour revenir encore un petit peu sur la technique, il y a un truc, c'est que je trouve que le son est pris de façon particulière. J'ai l'impression qu'il a essayé de faire un son d'époque, de film d'époque. Il est principalement mixé en mono, sur le canal central. Alors après, le son dans les films français est jamais très élaboré, le son est souvent dans le canal central, mais j'ai l'impression que le film a été mixé, ou en tout cas plutôt mixé pour sonner comme un film d'époque, en mono donc, mais aussi au niveau de l'écho et de la clarté des voix. Je trouvais que les voix étaient un peu trop claires, trop cristallines, un peu trop claires, mais c'est difficile à expliquer si vous n'êtes pas à fond dans le son, mais trop cristallin, un peu comme une vieille radio, vous savez, le son est plus aigu, plus clair. En vérité, il est plus aigu, mais parce qu'il manque certaines bandes sonores, enfin, il manque certaines fréquences, donc c'est pour ça, en fait. Et j'ai l'impression qu'il y a un traitement comme ça sur le son. Je suis pas sûr à 100%, j'ai peut-être fait un délire, mais je suis presque sûr que le son est traité d'une façon spéciale dans ce film pour avoir un côté son d'époque. Même ce côté, l'écho qu'il y a autour dans les pièces avec les micros. Je sais pas, il y a un truc étrange dans ce film qui est... Peut-être que c'est rien du tout, hein. Peut-être que c'est juste la façon de mixer le film et que je lis des trucs qui ne sont pas dedans. Au niveau du son, c'est toujours compliqué de le savoir parce que vous pourrez jamais savoir comment le son a été traité tant que vous verrez pas des images du tournage ou que l'ingé son ou le réalisateur vous diront pas clairement qu'ils ont bossé un truc sur le son. C'est... Entre ceux qui vont faire un truc vraiment consciemment pour travailler quelque chose sur le son et ceux qui ont travaillé avec tel ou tel matériel et du coup ça donne juste un son différent. Voilà, c'est toujours compliqué de savoir, mais quoi qu'il en soit, je trouve que le mélange des deux en tout cas marche super bien, parce que même si c'était pas volontaire d'avoir ce son clair, et il me semble vraiment plus clair que les sons d'autres films. Faudrait que je regarde la bande-annonce, en fait je suis con, j'aurais dû juste regarder la bande-annonce avant de faire cette vidéo, bon tant pis. Et du coup, enfin voilà, si elles sont claires avec ces images noir et blanc, c'est vrai que ça travaille du coup une ambiance, et le retour de la couleur d'un coup, généralement accompagné de musique, passe assez bien et fait très bien se transmettre ce sentiment de ça y est, ils ont un petit peu de joie de vivre en eux, ils ont réussi à se remettre parce que le deuil de l'une ou de l'un a été fait, parce que etc. Il y a un dernier petit point intéressant que j'avais pas beaucoup vu dans des films de guerre en tout cas jusque-là, peut-être cela dit. En tout cas ici très très bien fait parce que je sais pas comment ils l'ont fait, ça doit sans doute être un effet spécial et le fait qu'il soit montré comme ça est intéressant. À un moment, Anna prend le train pour aller d'Allemagne jusqu'à Paris, et elle passe dans les campagnes françaises, et c'est une époque où les villes n'étaient pas encore reconstruites. Donc quand on approchait des villes, les trains ralentissaient parce qu'il y avait beaucoup de débris et ça pouvait être dangereux au niveau de la voie elle-même, mais surtout on traversait la ville. Et il y a un moment donc où Anna est dans le train et elle est donc collée à la fenêtre, et elle regarde le paysage. Elle a pas vraiment vu la guerre, je pense, parce que son village, je crois, n'a pas été touché par la guerre véritablement, donc c'est la première fois qu'elle voit vraiment un truc détruit. Elle était plutôt protégée jusque-là. Et elle passe comme ça, et on a en fait en reflet sur la vitre du train la ville détruite, donc les espèces d'écorces de bâtiments qui restent, vous savez, ces bâtiments creux avec juste quelques trucs qui restent dedans.
de trucs très noircis par le feu, les terrains vagues bousillés par les bombes, etc. Et tout ça est juste montré subtilement finalement par un reflet. Si c'est un effet spécial, le fait qu'il soit un reflet et donc un peu déformé et un peu transparent peut aider à cacher l'effet spécial et c'est peut-être aussi pour ça qu'on l'a montré comme ça, mais je trouvais que c'était vachement intéressant, c'était une scène toute simple et on comprend juste avec ce reflet et le fait que et sa réaction devant le reflet qu'effectivement elle a pas dû voir beaucoup de choses de la guerre et que les conséquences physiques et directes de la guerre elle les a pas énormément vues. Elle remarquait aussi les cicatrices d'Adrien à un moment, donc c'était une petite touche intéressante et vraiment le film rend plutôt bien. Les acteurs sont tous excellents, Pierre Ninet évidemment. J'ai une petite mention spéciale, à un moment où Anna va chercher la tante d'Adrien, et c'est le seul personnage qui soit mal joué du film, à mon sens. Je sais pas pourquoi, mais d'un seul coup, c'est pas une actrice très jeune, donc peut-être que c'est quelqu'un qu'on allait chercher pour son aura, mais en ce qui me concerne, je la connaissais pas. Et je trouvais qu'elle était pas très très douée et convaincante, donc voilà, seul petit défaut, un moment. Et on va passer maintenant à une petite section spoilers. Alors voilà, si vous n'avez pas envie de savoir toute la vérité ou si sur le film, arrêtez-vous maintenant. Je pense pas que je dirai grand chose de fascinant d'ici à la fin. Peut-être je vous conseillerais d'aller voir d'autres vidéos avant les vacances, peut-être. Mais sinon voilà, on va passer vite fait aux spoilers parce que j'ai un truc qui me taraude avec ce film, c'est que François Ozon étant très coutumier des sous-textes homosexuels et etc. Depuis le début de ce film, je suis persuadé que je vais en voir un. Et à la fin de ce film, je sais pas si je me persuade qu'il y a un sous-texte homosexuel dans ce film ou si le secret est vraiment celui qui est révélé dans le film. C'est-à-dire que est-ce que bon, on est en section spoiler, donc maintenant en principe vous êtes au courant. Donc Adrien a tué Franz au combat. Ma véritable question, c'est est-ce qu'il a juste tué Franz au combat, ou est-ce qu'il a tué Franz au combat en plus de tout le reste? Parce que, véritablement, si vous regardez le film, l'un n'empêche pas l'autre. Et si vous regardez même attentivement le film, il y a des indices. Le fait, par exemple, qu'ils connaissent plusieurs aspects de la vie de Franz, alors j'ai un trou de mémoire parce qu'évidemment j'ai pas tout le film en tête, j'ai pas toute la lettre qu'il avait écrite pour Anna, mais j'arrive pas à me souvenir si ses fleurs préférées étaient marquées dedans ou pas. Et en particulier au niveau de la danse, j'arrive plus à savoir si c'était marqué dans la lettre qu'il aimait bien danser ou qu'il comptait l'amener à danser, Anna ou un truc dans ce genre-là. Parce que foncièrement, ça il pourrait le savoir quand les rencontrés. Le passage qu'il lui raconte où ils vont dans le bar, qui dansent avec deux filles et qu'il abandonne d'ailleurs l'une des filles pour danser. Alors soi-disant ils disent qu'il aime pas danser. Au final avec Anna il danse parce qu'Anna lui rappelle Franz peut-être. Et pendant qu'il arrête de danser, il regarde que Franz qui le dévisage pendant tout le truc. Donc il y a vraiment un sous-texte dans les premiers flashbacks qui sont faits, ceux qui sous-entendent une histoire d'amour homosexuel avant tout. Qui sont assez clairs, me semble-t-il, à quel point il le regarde fasciné, etc. Et comme le fait qu'il danse est vrai, le fait qu'il joue de la musique aussi, le fait qu'il joue du violon, je crois qu'il en est pas parlé dans sa lettre, qu'il joue du violon, donc comment est-ce qu'il pourrait le savoir sans l'avoir connu, fréquenté, peut-être même être sorti avec lui? Pas sûr d'ailleurs qu'il soit sorti avec lui, parce que Franz avait l'air d'être vraiment amoureux d'Anna. Donc j'ai l'impression que c'est un personnage qui en fait s'invente des histoires et des romances et des folies, et donc quelque part tout ce qu'il raconte pourrait être faux en fait de A à Z. Vraiment de A à Z, tout pourrait être faux. Peut-être même qu'il soit allé à la guerre. À part qu'il ait même qu'il ait tué Franz, parce que quand il a dit qu'il avait tué Franz, j'avais l'impression que c'était l'idée, il y a beaucoup de secrets dans le film, et j'avais l'impression que quelque part le message était que une relation homosexuelle était tellement folle, enfin c'est un tel secret finalement, de façon presque aberrante, que ça devient presque plus grave que d'annoncer qu'on a tué quelqu'un, de dire qu'on est sorti avec, alors qu'on avait le même sexe. Et j'avais l'impression que c'était ça qu'essayait de faire passer le film au fur et à mesure, même si du coup il pose clairement il pose ce doute sur les premières choses il annule même complètement ce qu'a dit Adrien,
en mettant du coup en avant cette histoire de, enfin le fait qu'il l'ait tué sur le champ de bataille. Et c'est vraiment la question pour moi est ouverte. Est-ce que oui ou non il le connaissait avant, ou est-ce qu'il l'a juste tué sur le champ de bataille et en l'ayant croisé? A priori il doit être sur le champ de bataille. Je pense pas qu'il ait menti là-dessus. Il a pas pu mentir là-dessus, mais ça pourrait même être un personnage qui romance les choses à tel point qu'il s'imagine qu'il était amoureux de Franz, il la meurt au combat et il s'imagine l'avoir tué au combat alors qu'en fait il a jamais combattu. Ça pourrait être ça aussi. Et par contre, une autre preuve d'homosexualité à la fin, c'est le mariage arrangé avec l'autre jeune fille. Alors je sais plus comment elle s'appelle, la deuxième, qui a là encore l'air clairement arrangé. Il a pas l'air très amoureux. Encore une fois, on l'a jamais vu faire un geste. Alors c'est une autre époque, bien sûr, mais quand même, ils auraient pu même filmer une scène intime juste pour dire ça plus clairement. Donc il me semble clairement qu'il est pas amoureux d'elle, et que donc à la fin, quand Anna s'en va et dit à sa mère que ce qui travaille Adrien, c'est pas elle, c'est Franz, elle parle pas juste de la culpabilité pour la mort de Franz, ce qui pourrait être le cas. Le film pourrait se finir simplement comme ça et être très clair. Donc ce serait peut-être pas juste la culpabilité sur la mort de Hans, mais ça pourrait être clairement, oui, en fait, votre fils était amoureux du mec qui l'a tué, et c'est ça qui le rend fou, quoi. C'est ça qui le rend dingue, et c'est ça qui le déprime. Donc aller voir la famille et la copine de Franz, c'est quelque part se faire pardonner par Franz lui-même, et c'est ça qui lui permettrait d'avancer. La question est ouverte, et du coup, je serais curieux d'avoir vos réactions dans les commentaires. Alors du coup, si vous voulez pas de spoiler, il faudra peut-être que je le dise au début, ça. Je vais peut-être faire un petit truc au début en disant il y aura des spoilers à un moment, donc évitez d'aller voir les commentaires. Mais j'aimerais bien voir ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous pensez être la vraie fin du film? Moi, en ce qui me concerne, j'ai l'impression que je le force, mais je reste sur mon idée d'homosexualité. Pour moi, c'est clairement l'idée. Il y avait une homosexualité cachée. Adrien est sorti avec Franz. Franz est mort à la guerre, probablement de la mort d'Adrien. Et en fait, il était parti là-bas pour lui aller mieux en inventant un mensonge. Il est obligé de raconter encore d'autres mensonges à cette famille pour qu'il l'accepte, simplement pour qu'il puisse les fréquenter suffisamment longtemps pour faire son deuil. Et à la fin, du coup, son deuil est fait. Et il a fini par s'en remettre, mais il a l'air de s'avancer vers une vie toujours un peu pareille. Là, du coup, maintenant que je suis en spoiler, c'est intéressant, c'est vraiment cette façon de traiter le mensonge dans le film, qui est pas du tout cohérente avec notre époque actuelle, parce que à notre époque, on supporte pas les gens qui mentent, les gens qui racontent des choses fausses, etc. Et en fait, dans ce film, on voit que les parents de Franz reprennent goût à la vie avec uniquement des mensonges, c'est-à-dire les mensonges sur ce qu'a fait Adrien par rapport à Franz, et le fait que eux le considèrent presque comme un nouveau fils, et les mensonges que leur raconte par la suite Anna quand elle décide de pas rentrer et de rester à Paris. Et qu'elle leur dit oui ça va super bien avec Franz, et puis on fait plein de trucs, et puis on se promène, et puis machin, et puis on va à tel opéra parce qu'il y joue et tout, alors que Franz est même plus à Paris. Donc c'est et en même temps on voit clairement les parents aller mieux grâce à ça. On les voit en train de pleurer de joie, en train d'aller bien, et donc on se dit quelque part, bah oui, quelque part mentir parfois ça peut être mieux que de dire la vérité, parce que c'est mieux, enfin c'est plus facile à encaisser, et c'est plus, etc. Donc c'est un drôle de film à faire pour l'époque actuelle, et je trouve ça intéressant, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il marche. C'est les gens doivent se poser beaucoup de questions en sortant de là, parce que ça remet un peu en question nos morales et nos conventions, et c'est un film qui finalement est très humble, qui est sorti un peu en discrétion, et pas en faisant un énorme pataquès, et finalement c'est un film qui vraiment arrive à soulever un truc assez fort, donc je conseille de le voir rien que pour ça, par exemple. Voilà, je vous encourage à aller voir Franz, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour parler du Juste à la fin du monde de Xavier Dolan, et plus tard de Batman v Superman, version longue. Je vous rappelle qu'il y a eu plusieurs sorties depuis le début de l'année, deux bases du cinéma, un Pourquoi James avait tort, un hors-série sur un film de série B, donc voilà, il y a plein de choses à regarder, des détournements, un détournement. Amusez-vous bien, et je vous retrouve bientôt, prenez soin de vous, allez voir des films, ciao!